Voilà, après avoir vu donc à plusieurs reprises la classification périodique des éléments au travers de différentes vidéos, on va appréhender encore un peu plus, je veux dire, le tableau périodique de Mendeleïev. Euh, je vais dire au passage que je connais une personne qui est d'origine russe, qui m'a confié que cette personne était universitaire, je veux dire, à une université russe qui était exactement l'université de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, c'est le lieu de l'université de Mendeleïev. Et donc, dans cette université, on retrouve bien sûr des reliques, des reliques euh, propres au personnage qui est Mendeleïev, des statues, des monuments à l'effigie donc de Mendeleïev, mais on retrouve bien sûr à l'université le tableau, le fameux périodique de l'époque de Mendeleïev, qui est, bon, je veux dire, en grand sur le mur. Bien sûr, dans beaucoup d'écoles, on retrouve des fameux grands tableaux muraux, des tableaux périodiques muraux, accrochés au mur, hein, c'est ça que je veux dire, euh, mais que il est de plus en plus, je veux dire, devenu malsain de mettre ces tableaux de périodiques pour certains professeurs parce qu'ils y voient un nombre d'informations importantes pour lesquelles les étudiants ou les élèves peuvent venir rechercher dans un interrogation ou un examen. Donc on essaie de les éviter, de les mettre, les apposer au mur ou voilà, de les accrocher au mur. Donc on évite, d'autant plus que ceux qui sont sur les murs regorgent d'informations importantes et certaines informations doivent être connues par l'élève. Donc, par exemple, les étages d'oxydation doivent être connus par les élèves. Et donc, on essaie de faire en sorte de pas de donner un tableau simplifié, fait par le professeur, et qui fait en sorte que bon, l'élève a le moins d'informations possible sur ce tableau, mais qu'au travers de ses connaissances, il vient compléter son tableau par son savoir. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le tableau de Mendeleïev, bon, c'est un tableau périodique d'éléments. Dans le mot périodique, vous voyez, il est marqué tableau périodique des éléments. Elle est classifiée, un tableau, c'est des lignes et des colonnes. Il est classifié par famille et par période. On retrouve cette période. J'ai toujours dit que, je veux dire, s'il y avait une huitième période, tant mieux. On retrouve 118 éléments, mais normalement, pour avoir une parfaite symétrie, la parfaite symétrie de, de saturation des couches, de valence de 8, 18, 32, 32, 18 et 8. Voilà, ça se termine à 8. Jusque-là, on a une parfaite symétrie, mais il y a le 2 qui est isolé ici. Hein, pour avoir une parfaite symétrie, il aurait fallu un 2, ce qu'il il aurait fallu deux éléments en plus pour arriver à une couche saturable de 120 éléments et non pas 118. Voilà, mais on n'a pas fait cette parfaite symétrie, il faut, voilà, soit on n'a pas trouvé deux éléments qui se retrouveraient dans l'univers ou qu'on n'a pas encore trouvé, voilà, ou alors bon, ça s'arrête là, il n'y a plus d'éléments, il y a deux cas possibles, soit il n'y a plus d'éléments possibles, on a tout trouvé, on a 118 éléments, ou alors il en reste peut-être encore deux pour compléter le tableau et avoir une parfaite symétrie de la nature au niveau des éléments atomiques, et là on aurait un 2. Bon, là on va se contenter de 118 éléments, et on a bien une symétrie parfaite pour autant que je parte de 8 et que je termine à 8. Là, on revient à la symétrie, hein, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Si ce n'était cet élément isolé de 2, mais j'aurais une parfaite symétrie. Bon, alors le tableau de Mendeleïev a été classifié de plusieurs manières possibles. Le but, c'est de pas voir la classification, parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, et j'en parle encore, et j'en parlerai encore et encore de cette classification, puisqu'on retrouve toutes des propriétés, énormément de propriétés là-dedans. Et donc j'en ai déjà discuté de certaines, donc elles ont été entrevues auparavant. Donc ici, dans cette vidéo, je vais tout simplement voir le tableau périodique. Donc la période, qu'est-ce que c'est que la période? Des éléments. Et si on parle de période, quelle est cette période? Hein, si on a une période, quelle est cette période?
puisqu'on parle d'éléments périodiques. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Donc, on a classifié le tableau périodique par colonne, et les colonnes, ce sont les familles, et par ligne. Et les lignes, ce sont les périodes. Et on a 7 périodes, donc on a 7 couches possibles autour du noyau, hein, 7 couches possibles, et non pas 8, parce que si j'avais 2 électrons ici en plus, j'aurais 7 couches. Ici, on voit bien qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couches possibles. Voilà. Et donc, on va essayer d'étudier, je veux dire, cette période. Que vaut cette période? Bon. Mais avant d'étudier cette période, les savants atomistes n'ont pas tous été logés à la même enseigne durant le cours de l'histoire. Pourquoi? On sait très bien que la technologie fait en sorte que certains savants sont privilégiés par rapport à d'autres. Donc il y en a qui travaillent avec les moyens, ont travaillé avec les moyens du beau, et d'autres avec une technologie plus avancée, qui est le fruit de, je veux dire, d'avancées techniques et technologiques qui ont fait qu'on avait des outillages à portée de main qui étaient plus judicieux à utiliser que d'autres. Et donc certains savants ont profité de cet avantage technologique que d'autres savants n'avaient pas et qui ont dû faire avec les moyens du bord. Donc, pour tout ça, pour vous dire qu'en 1627-1691, bon, c'est l'année de naissance, la date de naissance et la date de mort de Monsieur Boyle. Voilà, et à ce moment-là, à l'époque de Boyle et Marriott, hein, si je ne sais pas si vous connaissez la loi des gaz, différents types de lois des gaz, à pression constante, température constante, voilà, volume constant, etc. Il y a différents types de lois des gaz, et Boyle et Marriott ont fait, je veux dire, une loi relative au gaz. Et qu'à ce moment-là, il y avait 12 éléments connus. Bon, à l'époque de Boyle, donc à cette époque-là, il est décédé en 1691, il n'y avait que 12 éléments connus. Donc, mais si 1627 n'est pas dans l'histoire de l'humanité, de l'histoire de la Terre, je ne parle pas de l'humanité, enfin si, de l'humanité, de la Terre, hein, donc de la Terre, hein, bien dans l'histoire de l'humanité, ben, par rapport à 2019, aujourd'hui, on n'est pas très loin, on n'est pas très éloigné, parce que si je devais faire juste un calcul, 2019 moins 1627, il n'y a pas 2019 moins 1627, il n'y a que 392 ans. Et à 392 ans, on ne connaissait que 12 éléments. Hein, je veux dire, alors que tout le restant des années précédentes, on ne connaissait presque rien de la chimie. Parce que connaître 12 éléments sur 118, ben, c'est très peu. Hein, 12 sur 118, c'est exactement connaître voilà, c'est que 10%. On ne connaît qu'environ 10% des atomes. Voilà, 10% des atomes étaient connus à cette époque-là. Bon, alors, après la mort de Boyle, 1691, on n'est pas loin de 1700. Et dans l'échelle des temps, et en 1700 est apparu donc un savant. Il est né en 1734 et il est décédé en 1794. Donc ici on peut voir qu'il a vécu 67 ans, alors que Boyle a vécu 64 ans, hein, donc lui 64 ans pour Boyle et 60 ans pour Lavoisier. Bon, et Lavoisier, à ce moment-là, on connaît les lois de Lavoisier, les lois de Dalton, les lois d'Avogadro, les lois de Proust, etc. À l'époque de Lavoisier, il y avait 31 éléments de connus. Donc, si on regarde bien, 31 éléments par rapport à 12 éléments, mais c'est 19 éléments en plus qui ont été retrouvés. Alors comment sait-on qu'il y avait 30 éléments de connus? Ben, c'est au travers de son traité de chimie où il référençait 31 éléments. Bon, maintenant, 31 éléments sur 118, ça veut dire qu'il connaissait 26% environ, hein, environ presque 30% d'éléments étaient connus. Alors que bon, à l'époque de Boyle, qui était juste
Euh, voilà, 43 ans après, hein, 43 ans, une histoire de 43 ans après, euh, et à 43 ans, une cinquantaine d'années, on va dire une bonne cinquantaine d'années après, on est passé à 30, de 12 à 31 éléments de connus. Donc, on est à 26% des éléments connus actuellement. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, avec les moyens du bord, hein, les outils d'antan et de maintenant ne sont plus, je veux dire, à proprement parler, comparables. Et ça n'a aucune comparaison, puisqu'ils travaillent vraiment avec des moyens, je veux dire, très limités par rapport à ceux de maintenant. Où on a dans un monde où la technologie a avancé d'un bond que l'humanité n'a jamais fait depuis que le monde est monde. Alors, donc on se trouve ici en 2019 dans un monde où, je veux dire, où il y a tous les moyens technologiques de GSM, d'Internet, d'électronique, voilà, avec de la chimie, tout ce qui s'ensuit. Euh, dans un monde où, je veux dire, la technologie a atteint des summums, que l'humanité n'avait jamais fait avant les années 1900. Donc les années 1900, c'est vraiment, on va dire, peu avant l'ère 1900, ben, on se retrouve, je veux dire, avec une panoplie d'éléments qui viennent accroître, je veux dire, les avancées techniques et technologiques. Donc on a commencé à cette époque-là, fin des années 1800, hein, fin des années 1800, jusqu'à nos jours, ben, l'avancée technologique a été telle que fulgurante et telle que l'humanité n'a jamais fait ce bond en avant jusqu'à arriver, enfin, n'a jamais fait un bond tel qu'il a connu euh, ces deux derniers siècles, si vous voulez. Alors, euh, voilà. Donc, je pourrais même dire qu'en 1850, je crois que 1850, c'est ce que je vous ai dit, 1850, on est proche des, on a je ne sais pas combien d'éléments, mais je crois qu'on a environ 60 éléments sur 118 de connus. Bon, là, l'avancée est telle que on est à combien de pourcents des éléments connus? 50%. On arrive à 50% d'éléments connus en 1850. Je rappelle que 1815, c'est la bataille de Waterloo de Napoléon Bonaparte, je veux dire, au niveau des plaines du Brabant wallon, des plaines du Brabant wallon, Lasne et Waterloo, etc. Bien sûr, avec des marches militaires qui se sont faites bien avant, hein, Ligny, etc., Charleroi, Ligny, Châtelet, Charleroi, Ligny, etc., avec les batailles connues de ces époques. Mais que 1815, ben, c'est Napoléon, voilà, c'est la fin de la bataille de Waterloo, et qu'en 1830, 15 années après, vous avez l'indépendance de la Belgique. Voilà, 1830, c'est l'indépendance de la Belgique. Voilà. Et je peux dire qu'en 1830, 20 ans après, 1850, on ne connaissait que 50% des éléments chimiques, c'est-à-dire une soixantaine d'éléments. 1850. Donc, 1850 n'est pas loin de 1734. Hein, 1734. Je vais mettre 1750 ici. Mais ben, pour simplifier, 1750, 1850, ce qui fait un siècle. Il a fallu un siècle pour environ découvrir 29 autres éléments. 29 autres éléments. C'est bien pour vous dire qu'après 1850, fin 1800, que les grands savants atomistes ont commencé à apparaître. Hein, je veux dire, notamment, je veux dire, tous ceux qui ont trouvé des roches radioactives et donc on permet de passer ces roches, les classifier et les nommer pour donner des nouveaux éléments qui étaient des éléments radioactifs. Notamment, on connaît la famille Curie. Hein, attention, pas confondre dans la famille Curie Pierre et Marie Curie de sa fille. Voilà, de sa fille Curie aussi. Il y a la fille Curie, il y a la mère Curie. Pas les confondre.
Voilà, et donc qui ont apporté de nouveaux éléments radioactifs, plus d'autres savants qui ont apporté, je veux dire, leur contribution à de nouveaux éléments atomiques. Et puis, ne pas confondre, bien sûr, éléments atomiques de nucléides. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, parce que les nucléides, ce sont les éléments avec leurs isotopes. Hein. Donc, en fait, dans les nucléides, on peut concevoir les éléments atomiques, il n'y en a que 118, mais les nucléides, il y en a quelques 300 naturels et 1200 environ artificiels, en gros. 1200 artificiels, ce qui fait environ 1500 nucléides. J'entends par nucléide, par exemple, si je prends l'hydrogène, c'est un élément atomique, l'hydrogène, mais je veux dire, l'élément atomique hydrogène possède 3 isotopes. Le protérium, le deutérium et le tritium. Donc il a ils diffèrent en nombre de neutrons. Ils ont tous les trois en nombre de neutrons. Protérium, deutérium, tritium diffèrent par leur nombre de neutrons entre eux. Voilà, et donc l'hydrogène donne 3 isotopes. 3 isotopes. Et donc, beaucoup d'éléments vont donner des isotopes, et donc tous ces isotopes réunis avec leurs éléments forment ce qu'on appelle les nucléides. Voilà, et les nucléides, il y en a 1500, environ 1500. Alors que les éléments, il n'y en a qu'une 118, pas plus. Hein. 118 éléments, pas plus. Voilà, donc de 1830 à 1860, il y a la famille, on distingue que commencent à apparaître des familles d'éléments présentant des propriétés analogues. Par exemple, j'entends par là le chlore, le brome, l'iode, voilà, et le fluor, qui est la famille, on a découvert que c'était une famille, et on les a appelés la famille des halogènes. Ou encore, si je prenais le lithium, le sodium, le potassium, on a remarqué que c'était la famille des métaux alcalins. Bon. Et puis par après, à la longue, on a formé toutes ces familles. Hein, les lanthanides, les actinides, etc. Les lanthanides, je dirais même que certains placent, c'est la famille du lanthane, de lanthane. Le lanthane peut être placé ici, hein, juste à côté du cérium. Bien sûr, tout ceci vient se positionner ici. D'ailleurs, il y a une flèche ici. Tout ce cadre-là vient ici, entre le lanthane et l'hafnium. Mais généralement, dans certains tableaux chimiques, le lanthane est remis ici, en dessous, avec le cérium, etc. Bon. Alors que là, juste en dessous de la famille des lanthanides, on a la famille des actinides de l'actinium. Et l'actinium, généralement, il se met là. Donc on aura le lanthane ici et l'actinium ici dans certains tableaux. Ils ne sont pas là. Par contre, là, ils sont mis là avec une flèche pour dire que ça, c'est la famille des lanthanides, qui sont les terres rares. Pas confondre les terres rares et les gaz rares. Les terres rares, ce sont les lanthanides. Les gaz rares, ils sont là. C'est les léon, néon, argon, krypton, xénon et radon. Voilà, donc ici, donc on a repéré, si vous voulez, ouais, des familles. Et certaines familles, on les connaît, hein, parce qu'il y a la famille ici des halogènes, des gaz rares, des sulfurides, des azotides, des carbonides. On a les terreux, bien sûr, de l'autre côté, on retrouve les alcalins, les alcalinoterreux, bon, les actinides, lanthanides, les terres rares, etc. Voilà. Voilà. Bon. Euh, Bon, la classification des familles, il y a eu beaucoup de types de classifications possibles des tableaux de Mendeleev par des familles bien spécifiques. Voilà, ça, il faut aller voir sur Internet, vous allez voir que comment ont été faites certaines classifications à un moment donné par rapport à d'autres moments. Voilà. Alors, donc, ce que je disais, c'est que de 1830 à 1860, eh bien, on a repéré, si vous voulez, euh, des familles d'éléments présentant des propriétés analogues. Voilà. De 1830 à 1881. Et la classification, si vous voulez, la classification actuelle du tableau périodique des éléments, qui est justement actuellement utilisée, dérive directement de celle proposée par Mendeleev, qui, je vous ai dit, est un savant russe de l'université de Saint-Pétersbourg, et qui a fait sa classification en 1869, sachant que
En 1850, on ne connaissait qu'une soixantaine d'éléments. Une soixantaine d'éléments. Donc en 1869, il a fait sa classification. Sachez qu'il est né en 1834 et qu'il est décédé en 1907, en pleine, je veux dire, en pleine, je veux dire, renaissance de la physique, en pleine, on va dire, naissance, pas renaissance, en pleine naissance de la physique nucléaire avec tous les savants atomistes de Niels Bohr, Max Planck, euh, voilà, euh, enfin, tous les savants atomistes. Ben, quand je dis atomistes et nucléaires, j'entends des physiciens atomistes et nucléaires, donc fatalement des physiciens en relation avec la théorie des champs magnétiques, des champs gravitationnels, des champs, tout ce que vous voulez, de toutes sortes de champs que vous pouvez. Voilà, j'entends par là Lorentz, Planck, Bohr, Niels Bohr, Nobel. euh, enfin, Nobel, c'est encore autre chose, hein. Lui, je crois qu'il a trouvé, je ne sais pas s'il a trouvé, je vais pas m'avancer là-dessus, mais Nobel, je sais pas s'il a. Il y a le nobelium. Oui, on retrouve le nobelium comme un élément. On retrouve l'Einsteinium d'Einstein, le nobelium. Euh, on retrouve certains pays comme enfin certains États comme Californium de Californie, Europium d'Europe. Euh, euh, voilà, mais on trouve beaucoup de savants. Par exemple, ici, Laurentium de Lawrence. Voilà, mais qui ne sont pas forcément voilà, par exemple, Nobel, je ne sais pas ce qu'il a donné comme prix Nobel, je me demande s'il n'a pas trouvé. Je ne vais pas m'avancer là-dessus pour éviter de raconter une bêtise, mais Nobel, on retrouve le Nobelium. Alors que c'est pas forcément un savant atomique. J'en sais pas plus. Ça, je vous demanderai d'aller voir sur Internet. J'ai ma petite idée, mais pour éviter de donner une fausse information, je préfère la garder pour moi. Donc, enfin, moi, je partais du principe que, bon, Nobel, je me demande, c'est pas celui qui a trouvé la dynamite. La dynamite, j'en sais pas plus, donc je voulais pas m'avancer, mais je le dis quand même, ce que j'ai dans le fin fond de ma pensée. Donc, la dynamite n'a rien à voir avec, si vous voulez, les savants atomistes, hein. C'est ça que je me dis dans ma tête. Voilà, mais on retrouve Rutherford de Rutherfordium, hein, Rutherfordium de Rutherford, je m'excuse, c'est le contraire. Rutherford de Rutherfordium, et Americium, bon, d'Amérique, Neptunium de Neptune, Plutonium de Pluton, Uranium d'Uranus, voilà, etc. Mais on retrouve des savants atomistes, de Curium de Curie. Voilà, et je peux citer encore des. Voilà, Laurentium. Et donc, cette ère-là, des années là, on retrouve Rutherford, Compton, Rutherford, Max Planck, Einstein, je veux dire, comment on appelle ça, euh, Lawrence, Maxwell, Boltzmann, euh, enfin bref, toute une panoplie de savants. Je m'excuse si j'en oublie quelques-uns, parce que je veux dire, ils ont tous été aussi importants les uns que les autres. Il n'y en a pas un qui est plus important que. Ils ont tous apporté leur contribution à la connaissance de notre environnement, de notre monde, au niveau atomiste, subatomique et, je veux dire, de l'espace aussi, parce que ça a des conséquences au niveau des connaissances spatiales, hein, voilà. Donc certaines connaissances spatiales. Donc, ils ont tous donné leur contribution à l'avancée des découvertes, je veux dire, du monde qui nous entoure, du monde naturel qui nous entoure, parce qu'au bout du compte, beaucoup de personnes n'ont rien n'ont fait que découvrir et n'ont rien inventé. Voilà, ils ont fait des découvertes des lois de la nature qui existent déjà à la base. Ils existent à la base qu'on ne fait que découvrir, mais qui n'ont rien inventé. Mais la façon de les mettre sous forme d'équation a permis de, je veux dire, de clarifier les choses et de se dire que c'est cette, leur, leur contribution à un côté, je veux dire, je veux dire, on va dire voilà, en corrélation avec la nature, en corrélation avec la nature. Et que cette nature-là, si on l'a mise sous forme d'équation, c'est que cette nature-là fonctionne sous forme d'équation. Donc, quelque part, les mathématiques euh, que la science utilise est déjà dans la nature. Et que les scientifiques ont découvert des lois qui régissent la nature. Donc, fatalement, ils ont fait des découvertes. C'est pas des inventions. Mais on peut leur attribuer, je veux dire,
le mérite, bien sûr, parce que bon, déjà découvrir, c'est déjà quelque chose de très, très, on va dire, pour celui qui découvre, dire, il fait découvrir au monde qu'il a découvert quelque chose en relation avec la nature, mais en fait, il a le mérite au travers des équations, au travers de tout et n'importe quoi, hein, tous les outils nécessaires pour montrer comment tourne la nature, eh bien, tous ces savants atomistes ont un certain mérite. Et j'espère que j'en oublie pas, mais j'en ai sûrement oublié beaucoup énormément, mais j'en ai cité quelques-uns. Ouais, Compton, on retrouve Compton, Max Planck, Maxwell Boltzmann, on retrouve Rutherford, bien sûr, Rutherford, Mendeleev qui en fait partie, Lavoisier, parce que même ils n'avaient pas d'outils, je veux dire, très performants, mais ils ont su sortir de l'eau, Boyle, Mariotte, Avogadro, Dalton, Proust, parce que la science a commencé déjà à partir de ces personnes-là, et bien sûr d'autres personnes bien avant. Hein, bien avant, parce que si je prends, on peut pas laisser, la chimie n'a pas commencé que là. Hein, ouais, je prends l'acide chlorhydrique qui est un élément encore fort utilisé de nos jours et qui se retrouve aussi dans notre corps, hein, parce que notre corps produit de l'acide chlorhydrique. D'ailleurs, il faut prendre un médicament qui est sous forme de base faible pour pouvoir, on va dire, ingurgiter l'acide, hein, pour on va dire le neutraliser. Pour le neutraliser, on prend, voilà, donc si on prend un médicament pour, on va dire, neutraliser cet acide, c'est que cet acide-là est produit dans le corps, mais que cet acide chlorhydrique, je veux dire, est formé sur base industrielle pour en produire en bouteille d'1 litre. L'acide chlorhydrique est produit en bouteille d'1 litre. Voilà. Et donc, cet HCl a été trouvé il y a très longtemps, bien sûr, je crois, par les Arabes, hein, par les Arabes qui ont trouvé l'acide chlorhydrique. Donc, la chimie n'a pas commencé à l'époque de Boyle ou Mariotte ou Lavoisier. La chimie a commencé bien avant. Voilà. Bien avant, bien qu'on ne connaissait que 12 éléments, mais il y avait déjà des formations. Voilà, on savait faire du fer, on savait faire du fer. La création de fer, c'est déjà de la chimie en soi. Toute la métallurgie du fer, du cuivre, etc. La métallurgie des premiers médicaments, la première métallurgie, voilà, tout ça, ça a à voir avec les premières chimiques. Et dites-vous bien que les premiers fours métallurgiques ont été découverts il y a très très longtemps. Donc les premières chimies ont commencé il y a très très longtemps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le pas de géant qu'on a fait, c'est dans ces années-là. Le pas de géant a été fait dans ces années-là. Dans les années fin 1800, hein, regardez ici, déjà en 1850 on connaît 31 éléments, mais en 1869 il y a le tableau de Mendeleev. Voilà. Et après, ça a été un pas de géant qui a été fait au travers, bien sûr, de tous les savants que je vous ai cités, qui ont apporté leur contribution, je veux dire, au savoir au niveau atomique et subatomique. Et aussi, à contrario, au niveau, comment on appelle ça, de l'univers. Bon, j'en ai assez dit là-dessus. Donc, on a bien une classification périodique, je viens de le dire, par famille et par période. Je m'excuse. Eh bien, ici, je vais essayer de trouver cette période. On va essayer de trouver cette période. Pour ça, la période, qu'est-ce que c'est qu'une période? On sait bien que dans une fonction est périodique si le y est une fonction de x, hein, y est une fonction de x, si tous les x plus nt, eh bien je retrouve f de x. Tous les f de x plus nt, je retrouve y. C'est-à-dire que là, le périodique de période nt. Bien sûr, n est un entier, hein, un entier k fois t. T étant la période. Donc 2t plus loin, 3t plus loin ou 4t plus loin, j'ai toujours la même valeur. Par exemple, si je prends une fonction cyclométrique, comme ceci, par exemple une sinusoïde, cette fonction est périodique si je prends ce point-là, point x donné, eh bien j'ai la même valeur de y une période plus loin. J'ai cette même valeur de y ici, une période plus loin.
Donc, voilà. Et la période ici, pour une sinusoïde, ça dépend quel type de fonction qu'on a. Si on a une fonction sinus tout court, ou si c'est une transformée de la fonction sinus. Parce que je peux avoir sinus de 3x. Voilà, la période de sinus x n'est pas la même que sinus de 3x. Hein. Voilà. Donc, tout dépend de la fonction qu'on a en présence. Mais si vous avez sinus x, la période c'est 2π. Voilà. Alors, donc c'est ça, la période ceci. Donc on va essayer de trouver, je veux dire, une période pour le tableau périodique de Mendeleïev. Mais pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord bien essuyer mon tableau parce qu'il s'encrasse. Voilà. La première chose à faire, c'est que je vais classifier par ordre croissant des numéros atomiques. C'est-à-dire, je vais commencer en 0. 0, il n'y a pas de numéro atomique qui fait 0. Ça m'arrange, je vais commencer à l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je ne sais pas si on voit à l'écran. Oui, je vais jusqu'à 18. 15, 16, 17, 18. Voilà, donc ça c'est le Z. Je vais classer par numéro atomique Z, mais justement dans le tableau Mendeleïev, j'ai un numéro atomique. Donc je vais profiter de ce numéro atomique pour le mettre sous forme de graphique. Et on sait bien que bon, le 1 c'est l'hydrogène, le 2 c'est l'hélium, et puis bon, il faut que j'aille chercher la liste dans le tableau de Mendeleïev. 3, 4, 5, 6, 2, lithium, beryllium, bore, carbone. Lithium, beryllium, bore, carbone. Azote, oxygène, fluor, néon. Azote, oxygène, fluor, néon. Non. Sodium, magnésium, le 13, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore et argon. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et d'ailleurs, je ne vais même pas prendre l'hydrogène. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vais même pas prendre l'hydrogène pour trouver la période. Et là, je vais commencer à construire les valences. Donc, il y a 4 valences possibles, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Voilà, 4 valences possibles. Et je vais laisser tomber l'élément hydrogène. C'est le seul que je ne vais pas prendre. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'elle n'a pas la période. Pour aller de l'hydrogène à l'hélium, j'ai qu'une période. Enfin, de l'hydrogène à l'hélium, j'ai qu'un élément. Par contre, pour aller de l'hélium au néon, j'ai le lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène et fluor. J'ai 7 éléments entre eux, mais avec le néon, ça fait 8. Voilà. Alors comment je sais que j'en ai 8 par calcul? Mais je sais bien que le néon, il a 10 électrons. Comme les électrons vont par pas de 1, l'hélium c'est 2, le lithium 3, beryllium 4, le bore 5, le carbone 6, l'azote 7, l'oxygène 8, le fluor 9 et le néon 10. Donc je fais juste 10 moins 2, ce qui fait 8. Donc j'ai 8 éléments entre l'hélium et le néon inclus. Voilà. Mais si j'exclus le néon, j'en ai 7. Regardez, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor. Et donc, là, qu'est-ce que je vais avoir? L'hélium, il est de valence 0. Parce que c'est un gaz rare. Donc, il ne fait aucune interaction atomique avec aucun autre élément parce qu'il ne réagit pas. C'est un gaz inerte. Bon, ensuite, le lithium, il est de valence 1, le beryllium valence 2, le bore valence 3, le carbone valence 4, l'azote valence 5, l'oxygène valence 6 et le fluor valence 7. Donc, le lithium valence 1, le beryllium valence 2, le bore valence 3, le carbone valence 4, l'azote valence 3, l'oxygène valence 5, le fluor valence 1, l'oxygène c'est valence 2, je m'excuse. Le fluor valence, l'oxygène est là, valence 1, voilà, le fluor
Bon, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Carbone, valence 4. L'azote, valence 3. Oui, c'est ça, bien ça. L'oxygène, valence 2. Le fluor, valence 1. Et enfin, le néon, qui est un gaz rare, valence 0. Et puis, je recommence. Le sodium, c'est valence 1. Le magnésium, valence 2. L'aluminium, valence 3. Le silicium, valence 4. Le phosphore, valence 3. Le soufre, valence 3, 2. Le chlore, valence 1. Et enfin, l'argon, valence 1. Voilà. Donc ici, on peut repérer quoi? Que là, j'ai l'hélium, valence 2. Le néon, valence 10. Je m'excuse, l'hélium, valence 0. Le néon, valence 0. Et l'argon, valence 0. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait une fonction périodique. Périodique, et la période vaut 8. Pourquoi? Pour aller de 2 à 10, j'ai 8. Quand je dis 8, c'est 8 éléments. Je n'inclus pas l'hélium, bien sûr. Il y en a 1, 2, il y a le lithium, le beryllium, le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et le néon. Donc il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments, inclus le néon, mais sans l'hélium, bien sûr. Pour aller de l'hélium jusqu'au néon, il y a 8 éléments. Donc la période fait 8. Ici, vous retrouverez bien une période de 8. Là, pour aller du néon à l'argon, j'ai une période de 8. Bon, et c'est ça qu'on a ici. C'est ça que vous voyez ici. 8. Voilà. 8, c'est ceci. 8, là, j'ai une période de 8. 8 électrons. Bon, 8 éléments. Bon, donc pour aller du néon à l'argon, j'ai une période de 8. Bon, maintenant, voyons voir. Donc ça sera vrai. Qu'est-ce qui aura une période de 8? C'est pour aller de l'hélium à l'argon. Il y aura une période de 8. Mais après, là, il y a une cassure du tableau Mendeleev, parce qu'on voit, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Entre l'hélium et le néon, néon non inclus, il y a lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor pour aller jusqu'au néon, 7 éléments. Et là, pour aller de néon jusqu'à l'argon non inclus, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments aussi. Mais après, on n'a plus, pour aller de l'argon au krypton, j'ai plus 7 éléments. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 éléments. Avec le krypton, j'en ai 18. Voilà. Donc pour aller de l'argon au krypton, j'aurai pas ceci. J'aurai pas 8 électrons. Pour aller, voilà, la période ne sera pas 8. Mais la période sera, si vous voulez, 18. Comment je le vois? Je fais le krypton, c'est 36. 36 moins 18, qui est l'argon, ça fait 18. 18 électrons. 36 moins 18, ça fait 18 électrons. Donc, et comme les électrons vont par pas de 1, 18 l'argon, 19 le potassium, calcium 20, scandium 21, titane 22, vanadium 23, etc. Comme ceci, jusque 36. Ce qui veut dire qu'il y a 17 éléments entre l'argon krypton non inclus, qui vont par pas de 1 électron, chaque fois successivement avec un électron en plus. Voilà, pour arriver au krypton. Bon, 36 moins 18, krypton moins l'argon, 36 moins 18, ce qui fait 18, donc krypton inclus. Donc j'ai une période de 18. Donc de l'argon au krypton, j'ai une période de 18. Donc la période n'est plus la même. Donc pour aller de l'hélium au néon, là, la période vaut 8. Pour aller du néon à de l'hélium au néon, la période vaut 8. Pour aller du néon à l'argon, la période vaut 8. Mais maintenant, pour aller de l'argon au krypton, la période vaut 18. Pour aller du krypton au xénon, je fais 54 moins 36. Bon, 54 moins 36, 18. Voilà. Donc,
j'ai deux fois 8 électrons. La période ici, il y a deux périodes de 8 électrons, de néon à l'argon, de l'hélium au néon, la période fait 8, du néon à l'argon, la période fait 8, de l'argon au krypton, la période fait 18, du krypton au xénon, la période fait 18. Voilà. Et maintenant, l'autre période, il y a deux autres où les périodes ne sont pas les mêmes. Voilà. Pour aller du radon xénon ou du lunoctium au radon, les périodes ne sont pas les mêmes. Et là, les périodes feront, on fait 86 moins 54, ce qui fait 32 électrons. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 32? On le remarque qu'il est là-bas. Il est là. Donc, qu'est-ce que c'est que ce fameux 8, 18? Et j'avais séparé l'hydrogène, rappelez-vous. Hein. Pour aller de l'hydrogène à l'hélium, il n'y en a qu'un seul. Un seul élément. Ouais, de l'hydrogène à l'hélium, il n'y a qu'un seul élément. Donc ici, ça a une double portée d'information aussi. Hein. Ce 8, 18, 32, mais pour le 8, qu'est-ce que ce sera? Ce sera aussi une information qui va dire que c'est la période pour aller de l'hélium au néon, hélium, néon, puis de néon, hélium, néon, néon, argon. Voilà, donc on a bien 8 électrons comme ceci, 8 électrons, j'ai bien 8 électrons pour aller de 2 plus 8, ça fait 10. Si je suis à 3, 3 plus 8, ça fait 11. Si je suis à 3, 3 plus 8, ça fait 12. 11, pardon. Ici, j'étais à combien? 3, la balance vaut 3. Donc, je suis au cinquième. 5 plus 8, ça fait 13. Donc, il faut que j'aille chercher le 13 ici. Il faut que je fasse plus 8. Voilà, le Z atomique plus 8 pour retrouver le prochain Z atomique qui sera à la même valence, si vous voulez. Donc, la période fait bien 8 ici. Donc, hélium, néon, argon, bon, on est périodique, voilà, de période 8. Maintenant, si je vais de l'argon au krypton, krypton, xénon, argon, krypton, krypton, xénon, la période ici, elle fait 18. 18. Et puis, si vous avez du xénon au radon, du xénon au radon, et du radon à l'unoctium, voilà, N, avec un O, l'unoctium, là, la période, elle fait 32. Voilà. Donc, en fait, quand on dit tableau périodique, ouais, période, si je veux vraiment parler en termes de période, les périodes, c'est pas une période fixe. On n'a pas une période fixe. On n'a pas une période fixe. Et justement, dans ce deuxième carré, ben, on retrouve, comme par hasard, les vraies périodes. Hein, de l'hélium à l'argon, on a une courbe qui n'est pas infinie, hein, c'est une courbe juste à deux triangles. Hein, deux triangles. Ah, si je la redessine, voilà, elle est ici. Voilà. On n'a pas une triangle, c'est pas comme une sinusoïde qui est infinie, voilà, à droite et à gauche. Voilà. C'est pas le cas ici. Limité, mais on a une période, sur cette limite-là, on a une période de 8. Pour retrouver sa période, c'est une période, voilà, elle n'est pas définie, si vous voulez, dans R. Elle est définie ici de 2 à 18. Bien sûr, la seconde ne sera pas définie de 2 à 18. Hein. Pour l'argon, krypton, xénon, on va se placer bien sûr, pour l'argon, krypton, on va commencer à 18 pour se terminer en 36. Hein. Là, argon, il débute en 18. Krypton, il termine en 36. Et 36 plus 18, le xénon va se retrouver ici en 54.
Donc c'est une courbe qui est décalée, qui est un peu décalée, mais pas avec la même période. C'est une courbe juste après, mais qui n'a pas la même période. Donc c'est une période fluctuante. On a 8, 18, 18, puis on aura pour le xénon qui se trouve en 54, le radon se trouve en 86, l'inoxyum 86, l'inoxyum 118. Là, on a 32, 32, 32. Donc, si vous voulez dessiner cette courbe-là, je pourrais la faire, mais voilà, si vous avez compris ce que j'ai raconté, vous pouvez tracer vous-même la courbe. Hein. J'ai pas besoin de la faire. Voilà. Quoique en cours, il faut revoir les valences. Hein. Ouais, parce que ici, voilà. Moi, je ne l'ai fait. C'est vrai qu'il faudrait encore revoir les valences. Voilà, disons que je l'ai construite pour de l'hélium à l'argon. Voilà, je n'ai dessiné que ceci. Voilà, donc je vais dessiner que ceci. Parce que ici, à la rigueur, on a 1, 2, 3, 4, c'est croissant, puis décroissant. Mais là, c'est pas dit que c'est croissant, décroissant, parce que je veux dire, quand on retombe ici, là, la valence fait 1, 2, le scandium fait 3, là, ça fait bien 4, 5. Ouais, donc ici, ça va pas croître, décroître, hein, fatalement, c'est plus la même chose. C'est plus tout à fait la même chose. Ouais, parce que les valences ne vont pas croître, comme si à 4 et puis décroître. Là, c'est quoi un petit peu spécial comme système, mais c'est vrai que j'ai interprété ça, si tu veux, la meilleure des façons de dire, c'est que j'ai interprété ça pour de l'hélium à l'argon. Voilà, j'ai trouvé une période de l'hélium à l'argon. Voilà, et je l'ai dessiné comme ça, croissant, décroissant au niveau des valences, parce qu'il faudrait voir les valences au niveau des éléments qui vont de l'argon au xénon. Hein. Et la même chose pour les éléments qui vont du xénon à l'uninoxyum. Donc ici, j'ai dessiné, si vous voulez, un graphe uniquement pour voilà, l'hélium, de l'hélium à l'argon, qui va de l'hélium à l'argon. Et donc là, on se retrouve bien avec une fonction triangulaire, mais limitée de 2 à 18. De 18 avec, si vous voulez, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça une période de 8. Voilà, parce que c'est vrai que si je devais dessiner ça là-bas, ce ne serait pas forcément une triangularisation, puisqu'il faudrait tenir compte de toutes les valences de chacun des éléments que serait le fer, le cuivre, etc. Et c'est pas dit que ça monte jusqu'à 4 et puis ça descend. Voilà. Sur les 18 éléments, on n'a pas une. Voilà, c'est pas. Voilà. Mais celui qui dessine ceci, un scientifique qui dessine toutes les valences, il peut voir apparaître, je veux dire, certaines. Comment on appelle ça faire jaillir certaines propriétés au niveau des valences, de 1 et je veux dire des périodicités. Voilà. Donc les courbes ne seront pas les mêmes, si vous voulez, de l'hélium à l'argon que de l'argon au xénon, étant donné les valences. Elle, fatalement, elle ne sera pas la même du xénon à l'uninoxyum. Voilà, en dessinant les valences, on aura trois courbes différentes. Voilà, je vous remercie.